au niveau individuel et au niveau de groupe, ça, c'est une chose beaucoup, beaucoup plus large qui concerne les mêmes choses, qualité des services, coût accessible et aussi des résultats probants pour la clientèle qui vient vous trouver. Regarde, moi, ce que je voudrais ajouter, je suis quand même étonné de voir qu'on dit que les professionnels de la santé, c'est une profession noble, mais et qui a comme qui dirait que l'entrepreneuriat est péjoratif. Bon, je pense qu'il faudrait vraiment, vraiment travailler là-dessus, parce que nous sommes tous des entrepreneurs par essence, et par entrepreneur, nous entendons quelqu'un qui investit dans une clinique, dans un centre de santé, un hôpital, un laboratoire de production pharmaceutique pour offrir des services de santé à la communauté. Donc, c'est vraiment pas quelque chose de péjoratif d'aller vers professionnels de la santé à entrepreneurs, parce qu'ils sont tous, de toute la façon, à quelque part, des entrepreneurs en herbe. OK, merci, messieurs, pour vos éléments de réponse. Là, je me tourne vers le professeur Guy Etienne, qui vient d'animer en compagnie de Thomas Lalime le panel sur l'éducation entrepreneuriale et financière, quel modèle d'école pour former du capital humain adapté au 21e siècle. Professeur Etienne, il vous est demandé en Haïti, donc, on dénonce à tort et à travers une école fonctionnant à double vitesse. Est-ce qu'il ne serait pas mieux de résoudre ce problème avant de penser à une école qui forme des citoyens pour une école qui, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, qui forme des citoyens pour pouvoir affronter les défis de demain? Les défis d'aujourd'hui, pardon. On ne vous entend pas, professeur Etienne. On ne vous entend pas. Est-ce que vous êtes assuré que votre micro n'est pas sur muet? Allô? Allô? Ah, OK. On vous entend maintenant. On vous entend. Allô? Allô, Oui, ça va c'est maintenant? bon maintenant. Oui, c'est bon. Très bien. Alors, je dis bonjour, bonsoir à tout le monde. Et moi, je ne vois pas pourquoi les gens pensent qu'une école à deux vitesses ou même à plusieurs vitesses devrait gêner le développement d'un pays. À travers le monde, dans tous les pays du monde, il n'y a pas une école à une vitesse. Et j'ai tendance à prendre un exemple quand on parle de plusieurs vitesses. Quelqu'un qui conduit un véhicule, il n'y a qu'un seul moyen d'aller à une seule vitesse, c'est en marche arrière. Et il est même préférable qu'il y ait plusieurs vitesses, et ces vitesses-là doivent encourager ceux-là qui ne peuvent pas encore aller à leur vitesse de croisière, de pouvoir le faire. On n'aura jamais une école à une vitesse. Jamais. Ça, on ne doit pas s'illusionner. Et ceci ne peut pas empêcher de penser justement à une école pour former des citoyens pour le 21e siècle. Et justement, une école qui forme des citoyens pour le 21e siècle devrait pouvoir inspirer les autres écoles qui ne commencent pas encore à le faire. Donc, à quelque part, la double vitesse ou la triple vitesse est souhaitable dans tout système. D'accord. Merci, professeur Etienne, professeur Guy Etienne, pour votre réponse. Là, je retourne au panel entrepreneuriat et santé. Donc, il y a une question qui concerne l'accès au crédit. Donc, là, vous parlez d'entrepreneuriat dans le secteur de la santé, mais comment est-ce que vous estimez l'accès au crédit pour ce secteur? Est-ce que c'est un accès qui est abordable? Du moins, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire un plaidoyer pour pouvoir intéresser le secteur financier, le secteur bancaire à être beaucoup plus souple vis-à-vis de ce secteur? Je voudrais bien entamer, en attendant que Ralph enchaîne, et je dois vous dire que il y a une chose passionnante qui arrive là. Nous avons vu que des secteurs clés pour la population comme l'agriculture, ils bénéficient de l'allègement. Il y a une formule pour que les financements de ce secteur qui se développe, qui doit se développer rapidement, ils bénéficient des coûts pour les prêts allégés.
Mais dans le secteur médical, il n'y a rien de tout cela. Hein. Nous empruntons de l'argent aux banques, au taux, comme tout le monde. Hein. Et au taux élevé. Et pour moi, et pour mon groupe Achitaï, je dois vous dire que ça a été notre plus grande souffrance. On n'a eu aucun traitement privilégié. Il fallait payer comme tout le monde. Et les fonds ne sont pas toujours disponibles. Bien entendu, c'est un secteur à risque. Il faut prouver que vous avez la capacité de réussir. Mais je crois que l'accès au crédit, c'est peut-être la plus grande déficience actuellement qui bloque le développement de ce système. Et vous allez voir que les grands hôpitaux, les grandes unités médicales modernes, ça coûte énormément. Et ce n'est pas demain la veille que nous allons les voir naître en Haïti, surtout qu'il faut beaucoup de sacrifices pour ceci. Ça, c'est notre plus grand frein là maintenant. Bon, et je peux enchaîner comme dit Harry. C'est la même chose dans mon secteur. En Haïti, nous avons 3 laboratoires de production de médicaments. À Saint-Domingue, il y a près d'une centaine. Et je suis sûr que l'accès au crédit est l'un des problèmes majeurs. Il est évident que nous avons besoin de produits financiers novateurs pour le secteur santé à tous les niveaux, que ce soit médecine, pharmacie, laboratoire, pour améliorer la qualité des services et pour au moins être au même niveau que nos 2 voisins les plus proches, qui sont Cuba et la République dominicaine. Donc, et tout reste à faire. Et ce qui arrive, ceci pourrait peut-être garder en Haïti les professionnels de la santé, parce qu'en Haïti, il n'y a que 200 ou 225 pharmaciens licenciés. Et je pense qu'en Floride, il y a plus de médecins haïtiens en Floride qu'en Haïti. Donc, je pense que oui, on a besoin et il faut quand même développer des produits novateurs au niveau finance pour le secteur de la santé. Et une autre question. Merci, messieurs. Une autre question pour le professeur Guy Etienne. Et la pandémie du nouveau coronavirus, COVID-19, a démontré, encore une fois, s'il le fallait, les limites du système éducatif haïtien. Quelles leçons vous retenez de cette période et quelles sont vos recommandations? Bon, la leçon que nous retenons, c'est que d'abord, les écoles en Haïti n'utilisent pas malheureusement la technologie comme elles devraient le faire. Et la pandémie a montré que l'enseignement à distance doit être pris en compte maintenant, et ceci à travers le monde. Et la recommandation à faire, c'est que les écoles commencent à comprendre que la technologie est incontournable. Et cependant, il ne s'agit pas d'avoir seulement une technologie à l'école pour dire qu'on va résoudre le problème. L'enseignement à distance est totalement différent, exige des stratégies d'apprentissage totalement différentes des stratégies d'apprentissage en présentiel. Quand on est, par exemple, en salle de classe, en face des élèves, on a un rythme de travail qui peut être ralenti ou accéléré par les élèves, par les questions des élèves, par la participation des élèves. Tandis que quand on fait un cours à distance, on n'a pas cette possibilité-là et il faut penser à ralentir le débit du cours pour permettre à tout le monde de pouvoir comprendre. Faire un cours à distance suppose aussi faire une évaluation continue en même temps que le cours avance. Et là, par exemple, on fait le cours, on pose une question, on ne donne pas la réponse immédiatement, on permet aux élèves de s'imaginer la réponse, on leur donne le temps de s'imaginer la réponse, puis on donne la réponse pour permettre à l'élève de s'auto-évaluer. L'enseignement à distance implique obligatoirement, je fais ce pléonasme, l'autonomisation des jeunes, parce que entre s'asseoir en salle de classe et avoir un professeur qui régule la discipline et s'asseoir à la maison derrière son ordinateur ou sa tablette pour suivre un cours, ce n'est pas pareil. Et il faut absolument que l'on comprenne que la technologie devient incontournable et que de plus en plus, on doit penser à la formation à distance. Il est aussi important de noter que cette pandémie nous a appris qu'il y a des gestes
le respect de l'hygiène en général qu'il faut absolument inculquer aux jeunes. Et même quand on dit qu'en Haïti, il n'y a pas le corona, parce qu'on n'a pas autant de cas que dans les autres pays, mais le corona est quand même présent en Haïti. Et donc, il faut, dans un premier temps, renforcer les mesures d'hygiène dans les écoles et, dans un deuxième temps, incontournablement introduire la technologie comme support de formation à distance pour les élèves. Merci beaucoup, professeur Guy Etienne, pour votre réponse. Là, je me tourne vers M. Ralph Edmond, à qui la question suivante est adressée. Et le principal obstacle pour le secteur de la santé en Haïti est le financement. En regardant les comptes nationaux publiés par le MSPP en 2015-2016, 75% des soins de santé sont payés par le patient contre 4% payés par l'État. Avec une population qui s'appauvrit de jour en jour, comment s'en sortir? Quelles alternatives? Monsieur Ralph Edmond. Regarde, la santé est un service qui se paie en communauté. C'est-à-dire qu'il faut avoir une assurance. En communauté, tout le monde arrive, donne une participation, et à ce moment-là, il y a une assiette large qui se charge du paiement des services de santé. En Haïti, il n'y a pas d'assurance santé, et pour la grande partie de la population, comme tu viens de le dire, 75% n'a pas accès à l'assurance santé. Et tant qu'il n'y aura pas une assurance universelle où tout le monde a accès, il y aura toujours un problème au niveau de l'offre et la qualité des services de santé. Dès qu'il y a la demande, dès qu'il y aura une assurance qui soit capable de payer, et on va voir la même chose qu'en République dominicaine. Les médecins vont investir dans beaucoup plus d'équipements, il y aura beaucoup plus de laboratoires nationaux de production parce que la demande et des médicaments va augmenter. Donc, pour moi, le plus grand défi en regardant les comptes nationaux de santé, il y a deux défis dans les comptes nationaux de santé. Il y a un, c'est d'abord arriver à avoir une assurance universelle qui soit capable de porter les charges, les dépenses de santé. Et deuxièmement, la prépondérance de l'international est trop importante dans le secteur de santé. Donc, tant qu'il y aura l'international qui va nous apporter des programmes de santé, la section nationale et du monde de la santé restera toujours en arrière. Moi, je pense qu'il faut faire face à ces deux défis, apporter l'assurance universelle pour tout le monde et réduire l'impact de l'international dans le secteur santé en Haïti. Je sais ce que je dis n'est pas trop populaire, mais ça, c'est carrément ma position personnelle. Voilà, merci Ralph Edmond. Là, je me tourne à nouveau vers le professeur Guy Etienne, à qui cette question est adressée. Donc, on constate de plus en plus que l'État haïtien ne s'est jamais préoccupé par la qualité de l'éducation, sinon par la quantité, donc par la massification, envoyer le plus d'enfants possible à l'école au détriment de la qualité. Professeur Guy Etienne, quelles sont vos pistes de solutions pour parvenir à une éducation de qualité en Haïti? Les pistes de solutions, il faudrait d'abord former les responsables d'établissements scolaires, mais une masse critique vraiment de responsables d'établissements scolaires. C'est l'étape indispensable parce qu'on peut vouloir changer le système, on peut équiper les écoles, on peut avoir des bâtiments extraordinaire. Si le responsable d'établissement scolaire n'a pas la vision du rôle réel de l'école dans le développement de la communauté, on n'arrivera pas. Ensuite, il faut penser à la formation continue, mais vraiment continue, et une formation massive des enseignants. Parce que changer le système d'enseignement, donner un enseignement de qualité, exige que l'enseignant ne se considère plus comme le détenteur du savoir. L'enseignant est un coach, l'enseignant est un accompagnateur. Donc, il faut absolument former les enseignants de manière massive. Il faut aussi une politique publique du ministère de l'Éducation nationale ou du gouvernement. Faire l'école, mais pourquoi? À quoi ça va servir ce que les élèves apprennent
là maintenant. Et je crois que c'est une question qui généralement n'est pas posée et cette question est très pertinente. Généralement, l'État haïtien, je ne parle pas de ce gouvernement, l'État haïtien dit toujours on a ouvert des écoles, on a combien de lycées, on vient d'inaugurer un tas d'écoles. Et ceci, je le dis pour les bailleurs de fonds également, qui s'arrangent à multiplier les bâtiments scolaires à travers le pays, mais qui deviennent quoi après un certain temps, puisqu'il n'y a pas d'enseignants, il n'y a pas de matériel. Il faut une politique publique avec un programme qui répond vraiment au développement du pays. J'ai tendance à dire que le mal, l'un des problèmes de l'enseignement haïtien, on apprend aux élèves à faire des projections sur le passé. On n'apprend pas aux élèves à voir le futur, à faire des projections sur le futur. Et vous savez, je peux vous donner un petit exemple. L'année dernière, pendant le confinement, nous avons réalisé notre expo science de manière virtuelle. Il y a un élève de première année qui est maintenant en deuxième année, donc je parle d'un enfant de 7 ans, qui a fait ses recherches sur Mars. Et il fallait voir comment l'enfant a fait des recherches sur la distance entre la Terre et Mars, le temps qu'il faudra pour y aller, etc. Et qui demande à aller construire des écoles sur Mars pour quitter la Terre loin du COVID-19. Alors, parallèlement, on prend une jeune de 7-8 ans qui réfléchit ainsi, qui regarde l'avenir, et puis l'enseignement haïtien va l'obliger à répéter Christophe Colomb débarqua en Haïti en 1492 au bord de la Pinta, etc., etc. Et s'il en faut combien de fautes que fait le professeur, un coup de règle sur les doigts. Alors, ce système d'enseignement archaïque ne tient plus. Il faut un programme, il faut un curriculum qui permet aux jeunes de devenir des acteurs de changement. Et malheureusement, le nouveau secondaire passe à côté de son objectif réel. Le nouveau secondaire aurait été un enseignement, une stratégie ou une ouverture sur une qualité d'enseignement qui pourrait promouvoir le développement réel de la communauté. Mais malheureusement, le nouveau secondaire a été torpillé et je pense que c'est encore pire que le système traditionnel qu'on avait. Donc, avoir un enseignement de qualité, 1, former les responsables d'établissements scolaires, 2, former les professeurs et ce de manière continue, 3, avoir une politique publique du ministère de l'Éducation et de l'État haïtien. On veut former des citoyens. Pourquoi? Pour rentrer à l'université. Mais quelle université? L'université doit sortir quel type de professionnel pour un développement sur une vingtaine d'années. Donc, à partir de ce moment-là, qu'on a cette vision de développement pour l'école et de manière particulière pour l'école haïtienne, on peut penser à un développement réel. Écoutez, ce n'est pas difficile d'avoir un enseignement de qualité. Il faut absolument commencer par vouloir offrir un enseignement de qualité. Donc, ouvrir des écoles par-ci et par-là, ouvrir des écoles à travers le pays, sans leur donner les équipements. Il y a par exemple une école quelque part dans le pays qui a reçu d'un bailleur de fonds une salle informatique de 20 ordinateurs et cette école n'a pas d'électricité, n'a jamais eu d'électricité et ne sait pas quand est-ce qu'elle aura l'électricité. À quoi vont servir ces ordinateurs? Donc, je pense qu'il faut une politique, une vision de développement et se donner les moyens pour atteindre cette vision-là. Voilà, merci professeur Guy-Étienne pour vos bons mots. Là, je me tourne vers le panel entrepreneuriat et santé pour leur demander à partir de la pandémie COVID-19 quelles sont les leçons apprises et comment est-ce qu'elles vont servir le secteur sanitaire pour l'après-COVID-19. Leçon apprise pour moi, c'est que nous avons un système vraiment trop fragile en Haïti. La période du COVID-19 a montré comment le support
en termes de soins de santé, en termes de... était vraiment fragile pour la population. Parce qu'il faut croire que la détérioration des capacités économiques de la population a été accélérée pendant cette période. Il en est de même aussi de la qualité des soins, il en est de même aussi du niveau de l'état de santé de la population. Malnutrition s'est accélérée et d'une manière générale, ça prouve que Haïti, telle qu'elle est là maintenant, n'est pas capable de subir, de passer des périodes difficiles et surtout quand et dans les budgets de la République, il n'a jamais été prévu des sommes conséquentes pour supporter les frais en matière de santé. Donc, ça a été une période très dure pour la population et je pense qu'on va s'en sortir, mais ça va prendre encore beaucoup plus de temps parce que nous avons fait marche arrière pendant cette période du Covid. Regarde, pour moi, la leçon la plus importante, c'est il faut, pour être souverain en tant que pays, être autonome dans les secteurs clés et critiques. Et la santé est l'un de ces secteurs. Ce qui est arrivé, c'est qu'au plus fort de la pandémie, tous les pays se sont tournés vers eux-mêmes et ne pensaient pas à accorder de l'aide. Si vous regardez les chiffres de la diplomatie pour 2020, il y a une baisse substantielle de l'aide aux autres pays. Donc, Haïti devrait se pencher sur son autonomie, je dirais, au niveau des secteurs comme la santé, l'agriculture, l'éducation même. Et si nous regardons à côté de nous, il y a Cuba qui a quand même produit 2 vaccins. Quand certains pays comme l'Europe n'en a pu produire aucun. Je ne considère pas l'Angleterre comme un pays européen. Donc, pour moi, la leçon, elle est simple. Il faut que nous soyons autonomes, entre parenthèses, quel que soit le coût, dans les secteurs critiques importants pour la survie de la nation. Voilà. Et là, j'ai merci, messieurs, pour vos réponses. Là, j'ai une question pour le professeur Guy Etienne. Professeur Guy Etienne, on sait tous que le Collège Quatre-Prissois est une référence dans le secteur éducatif haïtien. Comment est-ce que le modèle Quatre-Prissois peut être applicable aux autres écoles en Haïti compte tenu de leurs limites et compte tenu des défis infrastructurels auxquels ces écoles font face? Mon premier élément de réponse serait que le Collège Quatre-Prissois n'est pas une école subventionnée. Tout ce que nous faisons au collège, c'est avec l'écoulage que payent les parents que nous arrivons à mettre en place cette infrastructure. Nous avons développé une vision du collège, le rôle du collège, le rôle de l'éducation de manière générale dans le développement d'un pays. Et tout à l'heure, j'écoutais les médecins, enfin, Ralph également, parler du problème d'investissement, les banques commerciales qui ne prêtent pas au secteur santé. C'est pareil pour les écoles, c'est pareil pour l'éducation. Les banques commerciales ne prêtent pas également aux écoles. Donc, pour pouvoir faire fonctionner l'école, nous avons dû utiliser un système d'entreprise, considérer l'école comme une entreprise, mais qui offre un service de qualité et qui utilise comme stratégie l'investissement permanent, l'investissement sans arrêt. Et nous faisons du coup de l'innovation pédagogique les poumons du Collège Quatre-Prissois. Maintenant, comment ceci pourrait être applicable aux autres écoles? D'abord, il faut que les écoles aient cette vision-là. Deuxièmement, ce que nous sommes en train de faire maintenant, nous avons créé un projet que nous appelons Lycée Connecté. Alors, je dois vous dire que pendant la pandémie, nous avions créé notre propre plateforme qui, depuis au moins 2 ans, était déjà créée, mais n'était pas encore un service aussi intensément que pendant la pandémie. Et lorsqu'on a vu pendant la pandémie que tous nos élèves travaillaient, tous nos élèves passaient leurs cours, ils suivaient leurs cours, ils passaient leurs examens, ils avançaient, on n'a absolument rien perdu en termes de programme. On s'est dit qu'il était injuste et il fallait aider
d'autres écoles. Et c'est ainsi qu'on s'est dirigé vers les lycées du Sud. Pourquoi? C'est parce que nous avions en 2017 réalisé la formation d'une vingtaine de directeurs de lycées dans le Sud et nous avons gardé contact avec eux parce qu'un objectif que nous avons, c'est faire ces lycées redevenir des écoles de référence. Et donc, on a offert aux lycées du Sud la possibilité de suivre les cours que nous offrons ici à l'école. Et pour cela, on s'est adressé au secteur privé des affaires qui n'a pas hésité à nous supporter. Et c'est ainsi qu'on a doté déjà le lycée Saint-Jean du Sud de 3 panneaux solaires de 450 watts, d'un inverteur de 1500 watts, de 4 batteries, d'un téléviseur intelligent. Et nous venons également de payer à l'ANACOM 1 an d'abonnement pour Internet à fibre optique. Quel est l'objectif? Les manipulations de laboratoire que nous faisons au Collège 4 Pressoir, que ce soit en chimie, en physique, en sciences expérimentales, les élèves de ce lycée-là vont pouvoir suivre ces cours. Nous voulons également, nous avons connecté également, et cette semaine, nous allons finaliser la connexion du lycée Célie-Lamour. Toujours dans le même objectif, permettre aux élèves de pouvoir suivre les mêmes cours que nous. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train de dynamiser les lycées, de redynamiser les lycées, parce que dans les lycées, il y a des élèves aussi intelligents que les nôtres, sinon plus intelligents que les nôtres. Et à partir de ce moment-là, lorsque le secteur public de l'éducation prendra force, lorsque le secteur public de l'éducation pourra offrir un enseignement de qualité, le secteur privé n'aura pas le choix que de suivre. Mais là encore, nous profitons de ce projet pour initier un changement très profond dans les stratégies pédagogiques et dans les objectifs de l'école. Qu'est-ce que nous demandons à ces lycées-là? Chaque lycée doit identifier dans sa zone les ressources naturelles et à travers des stratégies pédagogiques que nous allons les aider à développer pour les élèves, que les élèves apprennent à exploiter ces ressources et qu'ils arrivent à créer de la richesse. Donc, nous allons leur offrir également un cours d'entrepreneuriat parce qu'il est indispensable que l'entrepreneuriat scolaire fasse partie du curriculum scolaire, aussi bien que les mathématiques, aussi bien que les cours de communication. Donc, à partir de ce moment-là, c'est un test que nous sommes en train de faire et il faut voir la réaction de ces élèves, il faut voir la réaction des directeurs de ces lycées, il faut voir la réaction des enseignants qui demandent à être formés. Et ce modèle peut être dupliqué. Il suffit d'avoir la volonté, avoir la vision et qu'on se mette en tête que l'école peut être une entreprise, mais pas une entreprise qui peut enrichir les gens. D'ailleurs, nous autres, notre philosophie, nous nous enrichissons en permettant aux autres de s'enrichir. Donc, ce modèle, il est parfaitement duplicable. Nous sommes en train de l'expérimenter maintenant à travers ce projet de lycée connecté. Merci, le professeur Guy Etienne. Là, maintenant, je me tourne au panel entrepreneuriat et santé. Messieurs, la question qui vous est adressée, c'est que la pandémie de COVID-19 a vraiment... Au cours de la pandémie de COVID-19, il y a eu une promotion pour la médecine traditionnelle, entre parenthèses, médecin feuille. Comment est-ce que vous avez vécu cette situation et est-ce qu'il y a lieu que la médecine traditionnelle et la médecine scientifique cohabitent? Inévitablement, je dirais que j'ai été agréablement surpris, moi qui suis épidémiologiste, de voir que certaines des prédictions classiques que moi j'avais prévues au début de l'épidémie, même dans les premières interviews que j'ai données dans les médias, ne se sont pas réalisées en Haïti. Plusieurs explications ont été données à cette courbe anormale de l'épidémie. On a parlé de la génétique du pays, on a parlé du climat, on a parlé aussi de la médecine traditionnelle et je pense que ce dernier point devrait retenir notre attention parce que
y compris moi-même et beaucoup d'autres, nous avions été tournés vers les traitements classiques que nous avions en Haïti de la médecine traditionnelle, les infusions, et les thés, et les médicaments que nous avons dans notre terroir. Et je suis convaincu que les écoles de pharmacie qui sont là, il y en a 2 ou 3 actuellement en Haïti, devraient faire l'effort d'investiguer pour voir en profondeur, pour voir comment ce que nous avons utilisé dans notre médecine traditionnelle a pu vraiment aider cette population à survivre. Il y a peut-être aussi d'autres facteurs que nous ne savons pas. Et je pense que à la fois ceux qui ont investi leur temps pour avoir des formations médicales avancées pour nous préparer contre la prise en charge des patients à COVID, ils devraient aussi collaborer avec nous autres pour mieux comprendre ce qui se passe en Haïti. À partir de là, beaucoup de choses peuvent être créées, beaucoup de médicaments nouveaux peuvent être créés en Haïti, dans beaucoup d'autres domaines. Et c'est pour vous dire que nous ne sommes pas un pays de miraculés, mais nous sommes un pays où il y a des recettes qui fonctionnent vraiment. Et je pense que là, nous devrions faire l'effort de nous concentrer sur ces investigations et ceci au plus tôt. Regarde, moi je pense que ça a été une lumière plutôt positive et sur la médecine traditionnelle. Et notre point de vue à nous, en étant que laboratoire de production, c'est d'approcher la médecine traditionnelle scientifiquement. Nous sommes en contact avec la faculté de pharmacie d'État pour voir est-ce qu'on pourrait choisir une plante, une molécule et faire une approche scientifique, c'est-à-dire savoir, et quand vous prenez une infusion d'un produit quelconque, c'est quoi le dosage, c'est quoi les impuretés qui peuvent se trouver dans le produit et comment faire la bonne prise. Donc, c'est une occasion d'approfondir nos connaissances en médecine traditionnelle, mais aussi de l'approcher de façon scientifique et d'être capable de faire de meilleures recommandations à la population. Ok, d'accord. Et merci, messieurs. Là, je viens d'avoir la régie qui me fait signe, qui me dit que le temps imparti pour la séance de questions-réponses vient de se terminer. Il ne me reste qu'à vous remercier chaleureusement. D'abord, professeur Guy Etienne, de vous être mis disponible pour cette séance. Ensuite, au docteur Harry Beauvais et à monsieur Ralph Edmond. Je vous rappelle qui ont animé respectivement les panels santé et entrepreneuriat et éducation financière. Et attendez, éducation entrepreneuriale et financière, quel modèle d'école pour former du capital humain adapté au 21e siècle? Voilà, messieurs, merci beaucoup de votre disponibilité et nous espérons vous avoir pour une prochaine occasion. Et comme ça, on pourra poursuivre, on pourra continuer avec les discussions autour de la santé, l'entrepreneuriat et l'éducation. Merci beaucoup. Tout le plaisir est pour nous. Et effectivement, ça a été un plaisir et je serai toujours disponible dès qu'il s'agit de faire avancer le système éducatif haïtien. Voilà. Et félicitations pour la façon dont tu as dirigé les débats. Merci aux autres panélistes. Merci beaucoup. Je vous rappelle que vous suivez Profine TV et on va poursuivre avec le reste de la programmation de la journée. Il va y avoir d'autres panels. Vous pouvez toujours continuer à nous suivre et à nous envoyer vos questions. Comme ça, nous pourrons les acheminer à nos panélistes. Merci beaucoup. Merci.